Joe Biden et Kamala Harris ont prêté serment ce mercredi 20 janvier 2021, respectivement comme 46e et 46e président et 49e vice-présidente des États-Unis. C'est une grande journée pour l'Amérique, a lancé Joe Biden, le 46e président, je vous l'ai dit, des États-Unis. Avant de poursuivre, la démocratie est un bien précieux, est une chose importante. La démocratie, ceci en référence à l'invasion du Capitole le 6 janvier dernier par des suprémacistes blancs pro-Trump. Cet assaut par des milliers d'émeutiers radicaux à l'incitation du président sortant Donald Trump dans une tentative de bloquer la certification des résultats du vote du collège électoral de l'élection présidentielle américaine de 2020 et la victoire du président élu Joe Biden, alors que le 117e congrès des États-Unis était réuni au Capitole pour effectuer cette étape finale du processus électoral. Interrompu pendant plusieurs heures en raison de cet assaut qualifié de tentative de coup d'État et même de sédition, la session du Congrès américain reprend dans la nuit et débouche à la certification des résultats du vote par le vice-président et vice-président américain et président du Sénat, Mike Pence. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Noufélé. Tout de suite après le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Investiture Joe Biden, la démocratie a fini par triompher. Pour en parler, nous avons invité en plateau à Douala. D'abord, je vais commencer par Marc Anthony Akumbo. Yeah, welcome. Thank you very much, Mr. Serge, for the opportunity to be on this platform. It is a great platform to participate in talking to educate Cameroonians on issues that concern the world as well as Cameroon. I believe that in a time like this, when the world seems to be in a divided position, we find somebody like Joe Biden actually willing to climb. I believe he's the person that is going to be trying to unite not only Africa but the world as a whole. Ok. Voilà, merci. Charles Dicam, bonsoir. Bonsoir Serge Alain. Meilleurs vœux, hein. Oui, merci. Oui, c'est vrai. Meilleurs vœux à vous, meilleurs vœux aux nombreux téléspectateurs d'Equinox, à mes copanélistes. Et c'est avec un grand plaisir que je viens débattre de ce qu'est la démocratie, de ce qu'elle doit être. Ouais, à ce qu'elle doit être. Ouais. Voilà. Happy New Year. Thank you very much. Thank you very much. And same to you. Docteur Lucien Somba, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Serge Alain-Autour. Bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs. Je voudrais saluer, comme il est de coutume, avec respect, les autres copanélistes, avec lesquels nous allons certainement éclairer la lanterne de nombreux téléspectateurs sur des questions ou des problématiques qui touchent aujourd'hui la démocratie, non seulement en Afrique, mais dans le monde. Baristan Kamal Liman, bienvenue and welcome. Thank you, Mr. Sesh. Let me wish you a Happy New Year. Okay, thank you. And I extend that to every honorable member of this panel that I appreciate always meeting. You see, when I got the invitation to be here this evening, I was really pleased because you asked, wow, that's it. Because it's the kind of subject I like to discuss, because it goes a long way to educate Cameroonians and do kind of comparative study between real democracy and fake democracy. Okay. So I'm happy to hear. Voilà, on va prendre la direction de la Pennsylvanie où nous attend René Itamuna Bandima. Bonsoir René. Bonsoir Serge Alain et bonsoir à mes copanélistes. Un petit clin d'œil à mon grand frère Ndikam que je n'ai pas vu depuis une trentaine d'années. Et j'ai une petite pensée pour ma mère qui est toujours en convalescence à Kribi. Et je dis merci à mon frère mon grand frère et belle-sœur qui prennent si bien soin d'elle. Et bonsoir and to my fellow brothers from the Jiang subdivision. René, une première question. Est-ce que on sait que Donald Trump n'a pas assisté, il n'était pas au Capitole. Est-ce qu'il a au moins regardé la cérémonie à la télévision? On peut imaginer que dans l'avion qu'il transportait de Washington vers la Floride et qu'il ait pu regarder la cérémonie. Je doute d'ailleurs qu'il n'ait pas pu regarder. D'ailleurs, déjà au passage, l'hélicoptère qu'il a pris de la Maison Blanche vers le Andrews Air Force Base
à traverser le Capitole, dont il a pu voir déjà les préparatifs et les premiers invités arriver sur l'espace du Capitole. Je suis sûr qu'il a regardé. Ok, merci. On revient à vous dans un instant. Barrister Kamoal Limane, lorsque vous êtes arrivé dans ce studio, vous m'avez dit, finalement, Donald Trump est parti. Pourquoi ce sentiment? Well, Mr. Vous voulez qu'il parte à tout prix? Well, you see, Serge, when you follow up the administration of Trump's administration since he took power, you discovered that he was behaving more or less like an African president. He was arrogant, he was extremely arrogant, and you see towards the end he tried to appoint some members in the judiciary, thinking that they were going to make a difference. And you know, he went so far, and I understand the reasons for his humiliation. You know, he said he had a pressure, that he's having pressure in this election, because he is running with the worst president the world, America, has ever presented for a presidential election. And so that if Biden wins, when is he going to revenue? You see, that's subject for another time. So, when you look at the way he carried himself, est-ce que les Américains peuvent ramener Trump? C'est ça ma question. Well, that would depend on the Americans, because if he... Au regard de ce qui s'est produit là pour son mandat, vous pensez que les Américains peuvent le ramener à la Maison Blanche? No, honestly, if they're right thinking, nobody can bring Trump. Trump has behaved, as I said, like Idi Amin. He has behaved like... Mais vous avez vu le 6 janvier, ces suprémacistes, ça c'est pas les seuls, ça c'est ce qu'on a pu voir à la télé. Ça veut dire qu'il y a même beaucoup d'autres derrière qui supportent Trump. No, we are not. If you go by the results, you agree with me that at least he has some followers. Voilà. But the question in democracy is, are they the majority? Ouais. And the answer is no. Because you see that when the results came out, Trump did everything he could do to maintain his seat, but the institutions that I would like to comment after, they stood on their grounds and said that democracy is democracy. And they went a long way to prove that democracy is not an individual. It is not the president that constitutes democracy. It is not the president who dictates democracy. It is a rule of the institutions that defend and safeguard democracy. And so we have a lot to discuss on this, Mr. Serge. Ok, Dr. Luzin Issomba, lorsque le président Joe Biden, il n'est plus président élu depuis qu'il a prêté serment, il est maintenant le président des États-Unis. Parce qu'avant sa prestation, on l'appelait président élect. Bon, Joe Biden, il a déclaré aujourd'hui la démocratie l'a emporté. Je crois qu'il y a beaucoup, il veut dire beaucoup là-dedans. Non, il veut dire beaucoup de choses. Ça demande d'abord qu'en démocratie, on a besoin non pas des hommes forts, mais des institutions fortes. Oui. Et je crois que c'est ce qui s'est passé après le 6 janvier. Bien entendu. Et ça me permet, Serge, à leur tour, de fixer un peu le cap légal du système électoral américain. Vous savez, c'est un système qui est long et complexe. Long simplement parce que le processus commence en février de l'année en cours et s'achève en janvier de l'année suivante. Donc ça dure en réalité 11 mois, disons un an. Oui. Et il y a donc l'autre phase qui est intéressante, c'est qu'il y a un moment où tout se joue au sein des différentes formations politiques. C'est-à-dire qu'au sein du Parti démocrate et au sein du Parti républicain, on commence au niveau des États fédérés, on monte vers la Convention nationale, c'est-à-dire que où, un peu comme les élections peuvent se passer à Yaoundé, ainsi de suite, Bagawa, et tout vient s'achever au niveau de la capitale politique. Et à partir de là, on choisit donc 2 candidats par parti politique, c'est-à-dire que on a 2 qui sont déjà reconnus, c'est-à-dire que le président et le vice-président au sein du Parti démocrate et un autre au sein du Parti républicain. Et le système est donc à ce niveau bipartite tout simplement parce que ça devient complexe, parce que il faut donc, après les choix procédés au niveau de chaque parti, on va donc à l'élection des présidents. Et l'élection se fait comment? Par la convocation des grands électeurs. Ils sont au nombre de 538. C'est-à-dire que 400 qui viennent justement de la représentation, de la Chambre des représentants, et 100 qui viennent du Sénat, et 3 qui viennent du district de Columbia, où il y a la capitale, justement, Washington. Ça fait donc 538 grands électeurs. Et à l'issue de ce processus, le candidat qui est déclaré élu, disons la liste, puisque c'est un scrutin de liste majoritaire, alors le candidat qui est déclaré, la liste qui est déclarée élu, doit donc emporter la majorité des grands électeurs, c'est-à-dire 538 divisé par 2, ça fait 269. Plus 1, ça fait 270. Donc à partir déjà de 270,
les grands électeurs, dès qu'ils se sont manifestés au scrutin majoritaire, est donc déclaré élu le candidat ou la liste qui a le plus grand nombre de grands électeurs. Une fois que cela est fait, c'est allé autour, on aboutit, donc il y a une phase qui est très capitale, qu'on appelle une session exceptionnelle, à l'issue de laquelle on procède donc à la validation du scrutin mené par les grands électeurs. Et cela est fait au niveau du Congrès américain. Et quand c'est fait... Qui était prévu le 6 janvier, c'est-à-dire que c'est une date qui est arrêtée de manière constitutionnelle. Et à l'issue donc de cela, les congressmen se rassurent de la validité de vote émis par les grands électeurs. Une fois que cela est fait, le président du Sénat annonce donc le candidat qui est élu et programme justement l'investiture. Et voilà donc que ce 6 janvier, donc, il y a eu cet assaut des pro-Trump qui ont perturbé le Capitole, considéré, M. Bagista, comme le siège sacré de référence démocratique aux États-Unis. Et c'est ce qui a donc poussé que, malgré cet assaut, l'institution forte a continué de mener ses activités et nous en sommes aujourd'hui à la prestation des serments de Joe Biden. Et je voudrais indiquer, puisqu'il y avait Donald Trump estimait qu'il y avait des problèmes, vous savez que lorsqu'il y a un contentieux sur l'élection présidentielle, c'est la Cour suprême fédérale qui se prononce en dernier ressort. C'est-à-dire que s'il y a un contentieux, les 9 juges de la Cour suprême fédérale se prononcent. Ça a été le cas dans l'affaire Al Gore et Bush. Maintenant, dans l'hypothèse où il y a égalité de voix, c'est-à-dire que entre les grands électeurs, imaginez-vous qu'ils ont tous ensemble 269 voix et qu'aucune liste n'est dégagée la majorité absolue. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Le Sénat choisit le vice-président et la Chambre des représentants choisit le président. Donc voilà sur le plan légal et technique comment le processus électoral se déroule aux États-Unis. Marc-Anthony, est-ce qu'on peut dire comme ça, tout de go, que Donald Trump est un mauvais perdant? You see, not being one of those persons who just go direct to condemn, I want to say that the man had his values, but I want to believe that Donald Trump is a businessman, an entrepreneur, rather than being a politician. And comment les Américains l'ont donc placé à la tête des États-Unis? America is one of those nations in the world where they look for people whom they believe that can give them what they want. And as a result of that, make America great again. Make America great again. That was what brought him to power. And the people were actually eager to see America great again. And I want to say that to an extent, Trump succeeded in winning the hearts of the people to an extent. Why did I say so? When you look at the way this election went, normally with all the outings that he had and all the communications that he used to pass through Twitter and all that, another nation, he would not be voted. But the people loved him and they went for him. Until now, people are still fighting for him. That's to say he actually won the hearts of some people. And who are those? The majority whites who are there. But you know, America is no more a nation that is made of white people. It's a nation that is made of a variety of persons. And if you follow the situation which happened during and after the elections, you want to compare it with that of Al Gore and Bush in 2000. If you look at what happened, the same idea of the media gave a communique. I want to say that the media already won Bush, our man Trump. When the media came out and announced that Joe Biden has won, that was all. That's the same thing that happened in 2000 when the media wrongfully communicated that Al Gore has lost. He gave a concession call. And when he did that, 1 hour after, he realized that no, he didn't lose. So he had to go and knew the concession, and it took 30-something days to fight. That same thing happened. And we know that Al Gore won in 2000. Why? Because if you follow the procedures and process, you discover that at the end of the day was the Supreme Court that gave the election to Bush. Not because Bush won, but because they thought that in this case,
where since in that Supreme Court you have 9 Supreme Court judges, 5 were of of Republican Party, so it became a political issue. They dived behind their man and they gave Bush the election. This time around it was unfortunate for our man Trump, because Trump does not have the majority in the House. He had to nominate one person to make it happen, but it didn't happen. So in that case there was an equal house. So he could not win in this case. And if you follow the procedure, you discover that Joe Biden won this election. He actually won the election, and we appreciate the fact that American politics is not like most of what we experience in Africa, where a person might be the people follow the voice of the president, or they are afraid of an individual. In America, they have constitutions, and let me use the word, they have institutions that are stronger than men. And these institutions have the capacity to place whosoever they want and whom they believe is the right person democratically, because I want to say democracy is a matter of opinions and values which are actually backed by the Constitution and institution. When people respect the values which the Constitution lays down, that is what makes the difference. But when you come to, for example, in our country, Cameroon, you see we have a problem in Cameroon because we have respect for men, not respect for institutions. Where we believe that if I can't imagine that the Supreme Court will be afraid, or maybe the judge of the Constitutional Council will feel like I need to follow the orders of the president in order to get in my position, and that's where we have a problem. So we need institutions in Cameroon. We need strong institutions, not strong men only. Voilà, Charles Dicam, je vous interroge sur le cliché. Le 42e président des États-Unis était présent, Bill Clinton. Le 43e, George Bush. Le 44e, Barack Hussein Obama était présent. Manquait le 45e. Pour vous, cette image-là, elle renvoie quoi? Je dirais que l'histoire a ses balbutiements et Donald Trump est un accident de l'histoire. Il n'aurait dû jamais se trouver où il s'est trouvé. Mais là, il promet qu'il va revenir. Oui, mais ces promesses n'engagent que ceux qui les écoutent, et lui-même en particulier. Non, je le vois mal, et d'ailleurs le Parti républicain a déjà un problème. Il faut qu'il redore son blason. Et parce que il en sort plus qu'affaibli, et je dirais même terni. Donc ils vont déjà s'atteler à cela, et je pense qu'ils savent, parce que c'était déjà pas un homme d'appareil, ils ont misé sur lui juste pour avoir cette position, détenir la position de président des États-Unis, mais en réalité c'était un homme, j'aimerais dire libre, mais c'était encore pire que ça. Mais quand on se souvient de comment il est arrivé, de toute la suspicion qu'il y a eu autour, là Vladimir Poutine vient de perdre un allié, parce que ce monsieur finalement s'est mis à dos tout le monde. Même s'il y a certainement eu de bonnes choses de fait, il s'est montré extrêmement brouillon. J'ai vu une caricature sur les réseaux sociaux où quelqu'un revendiquait que c'était son frère parce qu'il était né à Neubel, et parce que la manière de faire, on ne peut être né qu'à Neubel. C'est vraiment ce monsieur avait tout sauf l'étoffe. L'étoffe d'un Neubel qui nous regarde. Oui, mais ils reconnaissent aussi certains de leurs concitoyens. Je veux dire par là qu'il n'avait pas l'étoffe. Imaginez-vous qu'au dernier moment, comme un chef bandit, il a signé des documents pour absoudre ses camarades qui étaient fautifs, là, aujourd'hui. Il a utilisé Air Force One jusqu'à la dernière minute. Bon, moi, ce sont les dont ça doit. Il était encore président. Non, c'est ce que je suis en train de dire. Et dire qu'il a usé de tout jusqu'au dernier moment. Mais la manière avec laquelle il l'a fait, s'apparente plus à un gosse à qui on va prendre un jouet qu'autre chose. Mais certainement pas un chef d'État. Non, c'était un accident de l'histoire, il faudra l'oublier. Je pense que les Américains auront la capacité de se ressaisir. Mais ça leur a également indiqué qu'aucune œuvre n'étant parfaite, leur constitution à eux-mêmes, enfin, leur processus électoral à eux-mêmes interroge.
Hein. Quand on en arrive au stade où vous avez évoqué l'élection à laquelle Al Gore était parti vainqueur, mais qu'il a finalement perdu, quand on voit ce qui s'est passé là cette fois-ci, il y a aussi de petites améliorations à faire. Mais je suis preneur, en lieu et place de nos institutions, à nous, je suis preneur, même avec les failles. Voilà, René Tamouna, je vous pose cette question sur la présence du président sortant. Est-ce une obligation pour le président sortant d'assister à l'inaugural cérémonie? Est-ce une obligation pour le sortant d'être là? Ou bien, est-ce qu'il y a des précédents dans l'histoire américaine? Je pense qu'il y en a un. Je ne l'ai pas en face de moi, mais je pense qu'il y en a un. Mais il n'y a aucune obligation à ce que le président sortant soit là. Mais la tradition qui est suffisamment forte dans un système de common law où les précédents sont faits avec les us et coutumes est que le président et le vice-président soient présents à l'investiture du président et de la vice-président élu. Et donc, c'est très difficile vraiment pour le gouvernement américain, toutes les institutions, que ce soit l'exécutif, le législatif et le judiciaire, de bien travailler quand le président sortant n'est pas là. Je vous prends un petit exemple. Il y a une valise militaire qui aurait les codes de l'arme nucléaire, de l'arsenal nucléaire américain. Alors aujourd'hui, pour la première fois, le président en poste, M. Trump, est parti vers la Floride avec une mallette. Donc l'armée américaine a dû préparer une deuxième mallette qui devrait être prête dès que M. Joe Biden et Kamala Harris aient prêté serment. Donc à midi précisément, il y avait déjà une deuxième mallette activée. Il fallait désactiver celle que détenait le président qui était déjà vacancier ou résident de Floride. Donc ça crée quand même un sacré problème pour la sécurité du pays. Au-delà de la sécurité du pays, il faut quand même dire que pour que les citoyens commencent à penser leur plaie après une élection gagnée pour certains, perdue pour d'autres, dans un pays qui peut être divisé, pour que les citoyens commencent à se remettre ensemble, il est parfois bon que leurs leaders prennent la main de celui qui est élu, montrent que les institutions, au-delà de la personne qui a perdu l'élection, sont suffisamment fortes, qu'il y aura une opportunité de revenir aux affaires. Au-delà de ça, il y a d'ailleurs une élection dans 2 ans, il y a les élections législatives encore. Dans 4 ans, après, il y aura le Sénat, la présidence et le Sénat. Donc, tout le temps, il y a un cycle électoral qui permettra à la gauche, à la droite de revenir aux affaires. Donc la présence du président et du vice-président sont quand même importants. D'ailleurs, vous avez vu, Donald Trump a profité, comme disait mon grand frère M. Ndikam tout à l'heure, jusqu'à la dernière goutte, à organiser une sorte de fanfare, de célébration pour son départ à Andrews Air Force Base, alors que la cérémonie du jour, la cérémonie du 20 janvier, c'est l'investiture du président. Monsieur Pence, le vice-président, a choisi de ne pas aller faire les adieux à leurs amis à côté de Donald Trump. Il a choisi ce qu'il pense être républicain, légal, bien pour les coutumes américains. Il est allé à l'investiture du président. D'ailleurs, vous avez observé aussi que les leaders, comme certains que monsieur le professeur Issomba a cité tout à l'heure, le leader du Sénat qui est un républicain, Mitch McConnell, qui a soutenu le président dans tous ses efforts, même quand il y avait un peu de la fabulation, il a choisi d'aller au Capitole. La plupart des ministres encore en poste du président Trump sont aussi allés à cet événement-là. Même les juges de la Cour suprême qu'il a nommés sont allés à cet événement-là. Même les juges d'origine républicaine précédemment nommés par M. Bush et M. Reagan ont tous été à cet événement-là. Donc il est bon pour l'armée que le commandant en chef prête serment et que le commandant en chef sortant soit là également. Ça rend la tâche facile à tout le monde pour partager les informations. On arrive à la Maison-Blanche tout à l'heure, M. Biden arrive à la Maison-Blanche, pour lui montrer les dossiers qui étaient les plus importants. Pour les lui montrer. Donc, bien que la loi n'exige pas cela, je pense qu'il est bon dans un système comme le nôtre que cela se fasse. Si ça ne se fait pas, c'est pas parce qu'on est à New Bell. D'ailleurs, moi, je pense pas qu'on devrait. Si j'ai été à la poubelle New Bell, il y a de mauvaises habitudes qui nous ont permis et qui permettraient à tous les démocrates dans le monde entier de voir que malgré de bonnes institutions, malgré des personnes de bonne volonté, la démocratie peut balbutier. La démocratie est un temple qui peut être attaqué. C'est ce que nous avons vu récemment le 6 janvier, mais les choses ont repris.
Alors nous, en général, on invite souvent, il faut le dire ici, il faut le dire souvent, il faut le dire très très souvent d'ailleurs, on invite les Camerounais, les Africains, les autres qui vivent là, sur le continent ou ici, vraiment de s'impliquer dans la vie de leur communauté, la vie de leur quartier, la vie de leur ville, la vie de leur région par exemple, et la vie nationale au Cameroun. On ne peut pas penser qu'il y a une seule personne qui tiendrait l'interrupteur. Il faut que petit à petit, on s'approprie la vie politique de notre pays. Vous avez vu, il y a eu un appel téléphonique du président de la République, M. Trump, vers le patron du système électoral ou du conseil électoral de la Géorgie, où il lui indiquait de faire en sorte qu'il gagne. Il lui d'ailleurs donnait le nombre de bulletins de vote qu'il lui fallait. Et le monsieur écoutait poliment le président de la République et lui dit non. Ce monsieur n'est pas un milliardaire, un grand juge, un grand patron du service public. C'est un fonctionnaire moyen qui est au service électoral qui a dit non au président. Il a simplement dit non au président. Le vice-président, le matin de la journée de validation ou certification, a eu des instructions du président et candidat Trump qui disait, écoute, tu vas à la réunion, c'est toi qui présides la réunion, la réunion conjointe Sénat-Congrès, en tant que président pro tempore et du Sénat, c'est toi qui présides, fais tout pour qu'on s'arrête, que ça ne marche pas, qu'on remette la machine en arrière et que j'utilise peut-être des lois exceptionnelles pour recommencer les élections dans certains États. Mais même le vice-président, candidat à l'élection ayant aussi perdu, a dit non. Il a dit non à son président. Il a dit non, on veut évidemment s'amuser avec le jeu électoral, mais à ce point-là, il faut dire non. C'est pour ça qu'il faut lutter quand vous pensez à l'histoire de notre pays, aux gens qui ont écrit l'hymne national du Cameroun dans une petite école dans le sud du Cameroun, quand vous pensez à Catherine... Merci, on revient à vous René, on revient à vous dans un instant, parce qu'on a des problèmes de retour ici en studio, un peu de volume s'il vous plaît. Bon, Barrister Kamau Alimene, le président Joe Biden, il a dit aujourd'hui, un jour nouveau se lève sur l'Amérique. Un jour nouveau se lève sur l'Amérique. Est-ce qu'il sera facile pour les États-Unis de faire oublier au monde entier l'épisode du 6 janvier pour ce que les États-Unis représentent en matière de démocratie? Est-ce que ce sera facile? You know, Serge, when this thing started, when the accusation started, you see the world thought that democracy has been challenged and that Trump has proven to the world that democracy is not only weak in Africa, but equally weak in the United States, which is considered as the pillar for democracy. Oui. But as things unfolded later, you discover that such a reaction from Donald Trump instead showed the world that the individual might not be democratic, but the institutions remain extremely democratic. Oui. You see, it goes, when we look at the Senate, you saw exactly what they did for the interest of the nation. If you saw the House of Representatives, they stood for the interest of the nation. The governors, the Secretary of State, all of them representing great institutions, and with the court, proved to the world that Donald Trump, the president, cannot change the results of an election. And the question, therefore, that comes in mind is, what lesson has the world learned from what happened in America? The world learned two things. Mm-hmm. That a president in America can behave like a president in Africa. That's the first. And the second is that the institutions in America are so strong enough to make a president not to think that he has all the powers. And then we can take that situation and liken to what is in Cameroon. You see, we have a terrible system that if you start even from the Electoral Commission, you see that nobody can stand to challenge the President of the Republic. You go to the Senate, not only are they old and not capable of doing their job, but nobody will stand up to challenge the head of state. Same goes for the National Assembly. And when you come now to the court or the Constitutional Council, you see that everybody behaves in a way that the president of this country can just come and say, I won the election, and everybody will accept that that's what happened. So to me, the lesson we've learned is that the individual might be malicious, but the institutions are strong enough to safeguard democracy. And so what we should learn, the world should learn, to me, America doesn't have a problem. Those who supported Trump and believe that he won are doing so, they are being deceived to think that he won the election. But the result is democracy. The will of the majority has prevailed.
And then the world has discovered, as I said before, that an individual does not have the monopoly to govern a country forever. Trump was there for 4 years, and the people judged that he was not fit to carry on the other 4 years, and so he was voted out. Now there is something I want to draw our attention. Why is a mandate 4 years and twice? It has been proven that when you stay too long in power, you go above the threshold of proper reasoning. And when you think that in Cameroon we have a president who've been there for getting to 40 years, so 10 times of those mandates, you start asking yourself, if we Cameroonians, do we even think? Our institutions, we don't think. The institutions are not credible, and that's why we find ourselves here. Mais ça pose le problème de la levée de verrou de 2008. C'était bien limité, hein, un mandat de 7 ans renouvelable une fois. Yes, mais en 2008, on a... Why did they change it? Why did they amend the constitution? Because we have terribly weak institutions. The parliamentarians are there. Once they have their interests at heart, they go and revise the constitution. You see, in America, nobody could revise the constitution. So the problem, as I said, is we have terrible institutions. We have they don't have a vision. Our institutions don't have vision. People go on election to become parliamentarian for their personal gains, to move around, and they call them honorable. They go to Senate to be called senators. Which of these people actually work for the interests of Cameroonians? Do you see the institutions in America have worked for the interests? L'honorable Ninche? Of course, he is one of the few who is doing something. But how many Ninches do we have? We don't have many Ninches, and that's an unfortunate situation. The majority of the parliamentarians who are in the National Assembly are hand clappers, are hand picked by the system, and so to them, they just indeed the office of the president to them is it's like a divine. Indeed, they worship the president. So when we look at what happened in America, there's nothing too negative about it. Okay. It proved to us that we as an institution, we as a people, can always prevail against the whims and caprices of a person who pretends to have won elections. Ok, Dr Lison Issomba, le 6 janvier, ça fait partie, on peut appeler ça le soubresaut, la démocratie américaine. Bien entendu, et ça permet de comprendre que la démocratie reste un perpétuel construit. C'est-à-dire qu'un élément qui reste en permanence en construction. Parce que ça témoigne quand même des États-Unis, c'est ça qui a surpris la planète. Bien entendu, Serge Aloto, ça démontre à souhait que aucune démocratie n'est parfaite ou exemplaire ou n'est fondée sur un référentiel arrêté à l'avance. Ça veut tout simplement dire que les construits de la démocratie restent dynamiques, qu'aucune démocratie ne peut être arrêtée de manière parfaite. Et ça permet quand même aussi de comprendre que on veut à un moment donné faire des comparaisons. Mais retenons quand même que depuis 1951, à partir du 22e amendement, aucun président américain ne peut faire plus de 2 mandats. C'est précisé dans les dispositions constitutionnelles. Et au-delà de ça, quand on fait des comparaisons, on se rend compte qu'en Afrique aujourd'hui, il y a comme une fièvre contagieuse qui anime les dirigeants africains à lever le verrou de la limitation des mandats présidentiels. Fièvre du 3e mandat. C'était pas forcément pour être deuxième, mais pour même s'éterniser au pouvoir. C'est-à-dire que consacrer ce qu'on appellerait des régimes à perpétuité ou perpétuels. Et ça consacre également l'idée de ce qu'on veut rester au pouvoir ad vitam aeternam. Or, ce n'est pas un challenge, ce n'est pas une référence de savoir qu'on aura fait 100 ans au pouvoir. Non. Mais Trump, lui, n'a pas voulu rester au pouvoir. Lui, il a voulu, on va dire que toucher un élément dans le processus électoral. C'est-à-dire la certification. Il a voulu, on va dire de manière triviale, embrouiller le système. Mais bien entendu, Serge, alors, je le disais tout à l'heure, c'est pourquoi j'ai bien fait de fixer le cap légal de tout le système américain pour dire que dès lors que vous contestez une élection, il y a les voies de recours qui sont ouvertes. C'est-à-dire que, je l'indiquais tout à l'heure, vous contestez une élection, vous saisissez, comme ça a été le cas en Floride, on a décompté manuellement les bulletins de vote. Donc, quand vous constatez que même jusqu'au décompte, vous n'êtes pas satisfait, vous saisissez la Cour suprême fédérale qui va se prononcer, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Donc, nous sommes, dès lors qu'il y a une élection,
il est prévu les mécanismes de recours, parce qu'on sait généralement qu'une élection ne peut pas se faire de manière saine, c'est-à-dire que vous aurez toujours des gens qui auraient perdu, qui perdent, qui vont toujours se mettre dans une posture de contestation, et c'est ce que Trump a essayé de faire, quoique régulièrement battu, c'est-à-dire qu'avec une majorité écrasante de grands électeurs, en réalité, républicain qu'il soit, c'est vrai, mais il aurait pu comprendre que les gens parlent, la constitution américaine date de 1787. C'est une vieille constitution, c'est les plus vieilles constitutions écrites. Jusqu'à ce jour, on vous dit, on est au 25e amendement. C'est-à-dire que, en référence aux pays africains où à tout moment, la constitution est devenue un tract, où on rend le contrat développé par Montesquieu qui disait que lorsqu'on veut aller pour réviser la constitution, il faut y aller avec une main tremblante. Mais les gens vont avec une main osée et vigoureuse et modifier la constitution, non pas pour consolider l'idée de la démocratie, mais pour consolider le pouvoir perpétuel des noms. Et c'est ça qui est regrettable aujourd'hui lorsqu'on va faire des comparaisons entre les États-Unis et les pays africains. Voilà, Marc Anthony, la démocratie américaine, un nouveau jour, s'est levé aujourd'hui. I think it's a continuation of something that had been established for a very long period of time. And like he said, it is a new day. Charles Dicam a dit c'était un accident. Donald Trump, c'était un accident de l'histoire. It is actually something to Donc c'est quelque chose qui est arrivé comme ça, c'était pas prévu. You see, like I said earlier, Americans are people who like to, they want what can help them. And so they thought that Trump could be that person that could actually lift them up economically. Yes, he has the techniques, he can do it. And he came in for that, and if we see, it happened. But like I said earlier, he is not a politician. He is not a politician. We are looking at Joe Biden. Joe Biden has been in power for close to 50 years today. He's not a young man. He has been in power, a senator for close to 30. Vice-président même des États-Unis. He was senator for 30-something years, vice president for 8 years, and now he's become the president of the United States at the age of 78. That's to make you understand. You see, I tell people the problem we have in Africa is not the age. The problem is the institutions we have. If we look at it, American democracy is a constitutional democracy, but African, precisely Cameroon democracy, is a presidential democracy, where the president is like the God, and we look up to the president. The president is above the Senate. The president is above the judiciary. The president is above. When you look at that, there is no balance of power. And as long as there is no balance of power, you do not expect that we should have the best. We have strong people, strong men, not institutions. And as long as we do not have strong institutions, it is just but normal that an individual can eternalize himself sitting in that particular seat. And you'll be clapping for him because he will dictate for you what should be done. If we sit, for example, looking at Cameroon, if Cameroon was the United States, I don't think that we'll have one president for over somebody still in power close to 40 years. No, that will never happen. And secondly, we do not have that kind of institution. I just will quote something that happened in the days of John Rawlings in Ghana. Yes. When Rawlings came to power, he saw this kind of weak institutions. Why did he take power? He took power because he saw a weak institution where individuals were manipulating and corrupting the whole place. He came in, seized power, then reconstructed the system, ruled for years. I think over 20 years. Marc Anthony, vous légitimez le coup d'État? I am not legitimizing any coup d'etat. I'm simply saying that that man entered through a coup d'etat, but he fixed his nation. And once he did it, he stepped out of power. Yes. And that same institution he set up is working. Because I will be sincere to tell you, after Rawlings, how many presidents have you had in Ghana? And have they followed their terms in office? Yes. The last president before Adolfo, what did he do? He had one term in office, and the people removed him from office and gave this. So that's to make you understand that he established an institution that is working. Go to Nigeria.
The same thing happened when Obasanjo established what we have today. We can now see that it is working. But in Cameroon, we have, and in Uganda that just happened, you have a president who has been in power since 1986 and he does not want to give it up. He wins when he wants. It's not because you voted. That's the same thing we have in Cameroon. So whether you go vote in Cameroon... Quand vous dites qu'il a gagné, ça vous fait sourire. Il n'a pas gagné. Hein? Il a gagné comment? Si je peux compléter un peu. Oui, rapidement, on va suivre ça aussi. En fait, Jay Owens a excipé une phrase qui reste éternelle. Il disait que même le diable a peur des institutions au Ghana. Oui. Ça veut dire que même le diable, quand il voit les institutions du Ghana, il a peur. Oui. C'est pour dire qu'en réalité, les institutions doivent rester fortes pour qu'en réalité, on soit en présence des mécanismes d'alternance. Vous avez posé une question tout à l'heure à mon frère Itamouna. Vous savez, la présence d'un chef d'État sortant, si ce n'est pas une obligation morale ou relevant de ce que j'appellerais une coutume constitutionnelle, ça peut s'alimenter comme une élégance républicaine. Ah ouais. Ça, c'est-à-dire qu'on assure cette élégance, le président sortant assise et à la cérémonie et cède l'esplanade au président entrant. Mais c'est beau de voir tout cela. Mais vous savez que c'est rare de le voir en Afrique aussi. Charles Ndikam, justement, vous avez dit, hein, accident de l'histoire, malgré tout, la démocratie a fini par triompher, comme l'indique notre thématique. Oui, tout à fait. Elle a fini par triompher. Je rajouterais sur les propos du docteur Essomba que il y a ce fameux coup de fil au soir des résultats, là où le perdant félicite et appelle le vainqueur. Bon, espérons que de notre vivant, nous vivrons cela. Vous disiez, oui, si j'ai bien suivi le discours de Joe Biden, il a insisté sur une chose, c'est que la démocratie doit tendre vers la perfection. Elle ne sera jamais parfaite. Donc chaque jour, un peu plus, on essaie de tendre vers la perfection. Et c'est ce que les États-Unis essaient de faire. Ils ont eu cette chance-là d'avoir effectivement des institutions tellement fortes qu'un individu, qui qu'il fût, n'a pas pu les ébranler. En tout cas, j'ai dit, hein, c'était un bégaiement, mais les choses sont revenues sur les rails. Cela n'enlève rien au fait que Trump a eu des succès, notamment du point de vue économique. Hein, l'Amérique n'avait pas connu, à part peut-être sous Barack Obama, une telle embellie du point de vue économique. Mais je rejoins un autre copanéliste, malheureusement, ça n'était pas un politique. C'est-à-dire qu'il s'est tiré lui-même des balles dans les pieds et il a plombé son propre mandat lui-même. Voilà, c'est ce que je pourrais dire. Mais honnêtement, c'est un exemple à suivre. Et j'ai beaucoup aimé le parallèle avec le Ghana pour que tous ceux qui nous regardent à travers la planète sachent quand même que c'est possible sur notre continent aussi. C'est une question de volonté. Voilà, René Itamouna, Kamala, on va parler de la dame aussi, hein, Kamala Harris, 49e vice-présidente des États-Unis, première noire, femme noire, à ce poste. Symbolique, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça représente? Mais Serge Alain, c'est tellement fort, hein, c'est tellement fort. Vous avez donc Kamala Harris, jeune dame d'origine mixte. Le père est d'origine jamaïcaine et la mère est d'origine indienne. Donc vous avez un petit village en Inde où on célèbre Madame Harris, tout le monde est content. Et vous avez à côté de cela, Madame Harris qui arrive, qui est ancien procureur général de l'État de Californie. C'est par élection, hein, c'est pas une nomination, qui arrive au Sénat, qui est la première femme noire ou mixte sénatrice donc, de l'État de Californie à Washington. Elle arrive, elle n'a pas d'enfant, elle est mariée à un homme d'origine blanche, et maintenant on est en train de faire l'histoire. On a vu Kamala Harris qui ramène un monsieur à côté d'elle. On ne sait pas, est-ce qu'on va l'appeler le deuxième gentleman, le premier gentleman, on va l'appeler monsieur Emhoff, on ne sait pas encore, tellement de choses à définir. Madame Kamala Harris est probablement la première personne vice-présidente ou présidente des États-Unis qui arrive à la Maison-Blanche avec une famille recomposée. Elle n'a pas d'enfants, mais son mari a des enfants. Ok, on revient après le journal, René Itamouna, parce que dans un instant, c'est le journal. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux invités ce soir. C'est une question qui est sur toutes les lèvres des Africains. Quelle sera la politique étrangère de Joe Biden, notamment celle tournée vers le continent africain?
Son futur secrétaire d'État en a donné quelques couleurs lors d'une audition devant le Sénat. Il a cité 3 pays, l'Ouganda, le Soudan et le Cameroun, qui seront prioritaires sur la table du secrétaire d'État américain. Vous suivrez ses propos sur le Cameroun dans le journal de 20h. Et comment et quels seront les instruments utilisés par les États-Unis? Des analystes politiques vous répondent dans quelques instants. Nous évoquerons également dans le journal de 20h un sempiternel problème qui se pose dans la ville de Douala, pouvoir assainir le secteur des mototaxis. La mairie de la ville s'y est lancée à nouveau après de multiples échecs des initiatives prises depuis une dizaine d'années dans la capitale économique du Cameroun. A-t-elle aujourd'hui la meilleure thérapie? Pourquoi autorités administratives et municipales ont échoué à assainir ce secteur où règne le désordre? Nous ferons le point dans le journal de 20h. Nous parlerons également de cette crise anglophone avec des manifestations de femmes qui se plaignent de ce que leurs enfants ont été arrêtés comme des principaux instigateurs de la mise d'un engin explosif improvisé, une situation qui devient de plus en plus difficile dans plusieurs localités. Et cette deuxième mise en garde d'une autorité administrative adressée au roi des Bamenju, Sa Majesté Sokoudou Jean Rameau, accusé d'inciter les populations à la révolte, à la rébellion. Vous suivrez dans ce journal la réponse cinglante du chef des Bamenju dans le journal de 20h. C'est Jalin. Voilà, madame, monsieur, dans une trentaine de minutes, Equinox Soir, deuxième partie, ce sera le temps du débrief, toujours en compagnie de nos invités en plateau et également aux États-Unis. Avant cela, le 20h de Cédric Noufélé et tout de suite dans une page de pub. Comment était l'année pour vous? Et ça, for this 2020, not